j'ai eu la chance de rencontrer dans mon métier, beaucoup de gens qui avaient du succès, beaucoup de succès parfois. Ils ont eu beaucoup d'échecs aussi, je vous rassure. On ne peut pas avoir beaucoup de succès si on n'a pas beaucoup d'échecs également. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas vous enseigner ce matin à avoir des échecs. Je pense que vous allez y arriver sans moi. Moi, je vais vous enseigner à avoir du succès. Parce que même si c'est paradoxal, le premier enseignement étonnant, c'est que le succès, ça s'apprend. On peut apprendre à avoir du succès. C'est une mécanique et je vais essayer en quelques minutes de faire le tour de cette problématique. Alors, lorsque je travaillais chez Procter& Gamble, qui est une grosse entreprise de marketing qui existe aussi partout dans le monde et en Tunisie, on me disait toujours de recruter des gens qui avaient déjà eu du succès. Je trouvais ça un peu bizarre, que c'était des gens assez jeunes, qui avaient entre 20 et 25 ans. Mais on me disait, il faut que tu prennes des gens qui ont eu du succès, quel que soit le domaine, dans le sport, dans le travail, dans la vie sociale, parce que quelqu'un qui a eu du succès dans un domaine, c'est ce qu'on ressent quand on a du succès, ce plaisir que l'on ressent. Il a envie d'avoir du succès de nouveau. Et puis finalement, les manières d'avoir du succès, quel que soit le domaine, sont toujours les mêmes. Donc, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai essayé de recruter et je repérais dans les CV les succès qu'avaient eu les gens que j'essayais de recruter, quelle que soit d'ailleurs la nature du succès. Bien sûr, comme c'était des gens jeunes, j'aimais beaucoup les sportifs de compétition, mais il y avait d'autres façons d'avoir des succès, créer une association et des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vous ai dit que lorsqu'on a un succès, on ressent du plaisir, on a une chaleur, vous l'avez tous ressenti quand vous gagnez un jeu ou une compétition, vous avez une chaleur dans la poitrine, on se sent fort, et en fait, c'est tout simplement, c'est chimique. Vous recevez un shoot de dopamine. Alors, deuxième enseignement, la substance chimique du succès, eh bien, ça s'appelle la dopamine. C'est le neurotransmetteur dans le cerveau qui correspond à la récompense. Quand il estime que vous avez réussi quelque chose, il vous récompense en vous envoyant de la dopamine. Et évidemment, c'est très agréable et ça procure ce sentiment qu'on connaît de plénitude, de bonheur. Mais comme toutes les drogues, et par contre, c'est un avantage, on a envie de reproduire, on a envie de recommencer à ressentir ce grand plaisir. D'ailleurs, Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judo, 2 fois champion olympique, à l'âge de 31 ans, recommence dans quelques mois à passer l'épreuve des Jeux olympiques de Tokyo, alors qu'il pourrait largement prendre sa retraite. Mais il recommence parce qu'il a envie de ressentir une dernière fois ce moment extrêmement agréable de plénitude qui est monter sur le podium et prendre son shoot de dopamine. Voilà, c'est un peu vulgaire ce que je vous dis, mais c'est tout à fait scientifique. D'ailleurs, n'attendez pas la dopamine. Quand vous estimez que vous avez fait un effort qui mérite une récompense, récompensez-vous vous-même. Faites-vous plaisir, faites-vous un plaisir, petit, grand, peu importe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si, lorsque vous faites un effort, vous vous récompensez, vous allez avoir des décharges de dopamine. Et le gros avantage de la dopamine, c'est qu'elle facilite la mémorisation de ce qu'on a fait. Puisque c'est le circuit de la récompense qui est dans le cerveau assimile ce que vous avez bien fait à une récompense, et du coup, ça rend beaucoup plus facile et beaucoup plus favorable de bien faire les choses. Donc, ça renforce les circuits du succès. Donc, c'est extrêmement important. Alors, troisième enseignement, troisième enseignement pour apprendre le succès, il faut, d'après le dictionnaire, donc, le succès, c'est un heureux événement, c'est pas une naissance toujours, hein, mais on dit quoi? Bon, disons, c'est un moment agréable, très agréable, mais qui est lié à l'atteinte d'un objectif. On peut considérer qu'on a réussi ou qu'on a un succès dans la vie quand on s'est fixé un objectif et quand on l'a atteint. Alors justement, pour être sûr d'avoir un succès, beaucoup de gens font une erreur. Ils ne se fixent pas d'objectif. Donc, alors, bien sûr, c'est agréable. Comme ils n'ont pas d'objectif, bah, ils font un peu n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais le sentiment d'avoir un succès et ils n'ont jamais cette plénitude et ce ressenti tellement agréable. Donc, fixez-vous des objectifs. Alors, les objectifs, c'est toujours la même façon de les fixer. Il faut qu'ils soient précis, donc plutôt en chiffres, ambitieux, évidemment, et puis réaliste. En gros, il faut que vous soyez content et fier d'avoir atteint l'objectif.
Alors surtout, vous fixez pas des objectifs, immenses dès le début. Travaillez par palier. Si vous avez, quand vous passez le permis de conduire, en France aujourd'hui, pour passer le permis de conduire, il faut à peu près 30 heures de conduite. Bon ben voilà, bon ben, les 10 premières heures, déjà vous vous familiarisez. Ensuite, vous essayez de comprendre, tout ce qui vous arrive en voiture et puis dans les dernières heures, vous essayez d'être à l'aise au volant et de moins, paniquer à la moindre au moindre souci. Donc fixez-vous des objectifs et atteignez-les par palier. Et d'ailleurs, peu importe l'objectif. Si c'est d'atteindre l'Himalaya, vous allez devoir monter l'Everest à 8849 mètres, mais il y a des gens qui ont des phobies sociales très handicapantes et qui ne sont même pas capables d'aller à la boulangerie. Donc eux, il suffit déjà qu'ils fassent 49 mètres, qu'ils sortent de chez eux pour atteindre la boulangerie et ils auront atteint un objectif qui les rendra heureux et qui sera aussi bien pour leur vie que d'atteindre le sommet de l'Everest. Donc, ne vous trompez pas sur les objectifs. Tout objectif est bon à prendre. Donc, découpez l'objectif en tranches. Si vous êtes à la boulangerie, faites comme avec le pain. Et puis, faites un calendrier. Faites un calendrier. Il y a un livre que j'ai lu qui est très bien, c'est Toutes les habitudes des gens qui ont très bien réussi. La première habitude des gens qui ont très bien réussi, c'est tous les jours, ils font une liste des choses à faire. Ils la font la veille avant de se coucher. Ils font la liste de ce qu'ils doivent faire le lendemain. Et surtout, ils commencent par le plus désagréable pour aller vers le plus agréable. Donc, ils ne commencent la journée que par ce qui est désagréable. Comme ça, une fois que c'est fait, ils passent à autre chose. Et c'est une façon de fixer des objectifs et c'est une façon assez sûre d'avoir du succès. Quatrième enseignement, c'est de l'étymologie et c'est assez surprenant. Et je pense que vous ne le savez pas ou vous n'y avez pas pensé. Le mot succès vient du verbe succéder. En fait, le succès, c'est succéder à quelque chose. Le succès s'inscrit donc dans une chronologie. Moi-même, j'étais assez surpris quand j'ai découvert ça pour la première fois. Et donc, à partir du moment où ça vient où ça vient d'une chronologie, c'est que c'est la conséquence de quelque chose. Alors, les gens jaloux de vous, quand vous aurez un succès, ils vont toujours vous dire que oui, vous avez eu de la chance. Donc, votre succès succède à un grand coup de chance. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le succès, ce n'est pas du tout de la chance. Peut-être gagner au loto, c'est de la chance, mais c'est rarissime. Le succès dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle, c'est pas ça du tout. C'est une conséquence de 4 T. 4 T. Le talent, le travail, la ténacité et le timing. Alors, on va tous les prendre dans l'ordre parce que c'est ça la chronologie du succès. C'est comme ça que le succès marche. D'abord, le talent. Alors, bien sûr, en général, on a envie de réussir dans les domaines pour lesquels on est doué au départ. Doué au départ, ça veut dire dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Alors, vous pouvez aimer le basket, être très fort en basket, ou si vous êtes grand. On sait très bien qu'il y a des enfants qui sont très doués en maths dès le début, dès la sixième, ils sont plus forts en maths que les autres. D'autres peuvent aimer la mécanique, d'être super doué en bricolage. Mon fils, il était très bon en droit, il adorait tout ce qui était légal depuis qu'il était tout petit, il regardait toutes les séries et aujourd'hui il va être avocat. On sait ça. Moi, je dessine comme un enfant de 2 ans. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais je n'arrive pas, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner un chien, je ne sais rien dessiner. Bon, ben, il est évident que j'ai jamais eu envie d'être peintre ou architecte. Ça ne me serait pas vu à l'idée. Parce qu'en général, on a quand même envie d'avoir du succès et de travailler dans une voie dans laquelle on est doué dès le départ. Donc, vos dons et vos talents d'origine vous orientent vers une voie de succès. Mais ça ne suffira jamais, 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 jamais. Ce qui fera la différence, et vous le savez très bien avec les sportifs qui s'entraînent, les footballeurs que vous appréciez, c'est évidemment le travail. Moi, je connaissais très bien des nageurs de très haute compétition, et je leur disais, mais comment vous faites? Vous vous levez à 6 heures du matin, il fait froid, et vous faites 6 ou 8 kilomètres de longueur. Mais comment vous faites? Alors, ils m'ont dit, oui, bah maintenant, on a un Walkman sous-marin, donc on écoute de la musique. Bon, très bien. Enfin, je lui dis, mais comment vous faisiez avant? Il dit, bah, avant, euh, c'était très, très dur, très, très dur, mais on avait l'objectif en tête, et nous, ce qu'on voyait, c'était le podium. C'est-à-dire qu'ils acceptaient ce travail vraiment très ingrat parce qu'ils avaient l'objectif en tête. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez beau être doué pour la natation ou doué pour le calcul mental, de toute façon, vous allez devoir travailler. Donc, évidemment, ça ne vous étonne pas
que le deuxième T, ce soit le travail, je pense que c'est tout à fait logique. D'ailleurs, très intéressant, et ça a été, les scientifiques ont validé ce que je vais vous dire, quelqu'un de beaucoup moins doué au départ, qui travaille beaucoup plus, réussira mieux que quelqu'un de très doué qui ne travaille pas beaucoup. Et ça, on le voit avec les comédiens, par exemple. Il y a des comédiens très doués, bon, bah, ils font 2 ou 3 films quand ils sont jeunes, puis 15 ans plus tard, il n'y a plus personne. Fabrice Lucchini, si vous regardez ses premiers films, il n'était pas particulièrement doué au départ. Il n'avait pas le physique, et puis il avait une voix un peu pointue, il parlait bizarrement. Aujourd'hui, c'est un des plus grands comédiens français. Gérard Depardieu, c'est encore pire. Gérard Depardieu, je vais vous surprendre, il était mutique. C'est-à-dire que de l'âge de 17 ans à l'âge de 21 ans, il ne parlait pas. Il a dû être rééduqué par un orthophoniste et il a fait il a pris des cours, il a fait une thérapie qui lui a permis de parler. Aujourd'hui, c'est Gérard Depardieu. Donc, les talents de départ ne sont pas forcément et ne préjugent pas forcément du résultat final. Et en tout cas, le travail est toujours plus efficace que le don de départ. Évidemment, les deux réunis, c'est forcément extraordinaire. D'ailleurs, pour être très sincère, moi qui ne sais pas dessiner, si je voulais devenir peintre, mais je pense que je pourrais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Andy Warhol ne savait pas dessiner. Et ça a été un des plus grands artistes du XXe siècle, mais si vous regardez ses toiles, il dessinait pas. C'était un artiste. Donc il prenait des photos, il peignait, mais il ne savait pas dessiner. Et ça ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui un des plus grands artistes pop du XXe siècle. Donc il a contourné l'obstacle. En revanche, il a beaucoup travaillé. Andy Warhol était un énorme travailleur. Donc, pour résumer, il y a 2 formules qui sont amusantes. Il y a le succès est une goutte de talent dans un océan de travail. Puis il y a l'autre formule que vous devez connaître. Bon, bah, tout succès, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Voilà. Si ces formules existent, c'est bien qu'elles veulent dire quelque chose et qu'elles sont vraies. Alors ici, je voudrais faire une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas parmi vous la règle des 10 000 heures. Il y a des sociologues et des scientifiques et des neurologues qui ont travaillé il y a à peu près une dizaine d'années et qui se sont demandé comment travailler, ok, c'est sympathique, mais combien il faut travailler, combien de temps faut-il travailler pour vraiment avoir du succès et réussir? Eh bien, ils ont trouvé un chiffre. Eh bien, le chiffre est très clair. Il faut travailler 10 000 heures. Si vous travaillez 10 000 heures sur n'importe quel sujet, planter votre jardin, faire des maquettes de bateaux, donner des cours de philosophie, en 10 000 heures, vous serez un expert de classe internationale. Je dis bien de classe internationale. Si, à compter d'aujourd'hui, vous décidez de prendre 10 000 heures de votre temps et de travailler à une seule chose, vous serez dans 10 000 heures au niveau mondial. Mais attention, pour ceux qui ne sont pas trop bons en calcul mental, 10 000 heures, ça fait 27 heures par jour à faire que ça s'endormir pendant un an. Vous ne pouvez donc pas, je vous rappelle qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Plus raisonnablement, ça représente 6 heures de travail tous les jours, sans vacances, pendant 5 ans. Donc si vous travaillez sans prendre de vacances, 6 heures par jour, n'importe quoi, à compter de tout à l'heure, dans 5 ans, vous serez expert mondial. Et plus exactement, c'est 3 heures de travail par jour sans vacances, donc quotidiennement, pendant 10 ans. Et comme par hasard, les études de médecine, les études d'avocat, les études d'architecte, elles font effectivement entre 5 et 10 ans. Ce sont des études assez longues. Donc, cette règle des 10 000 heures, pour atteindre un niveau d'expertise internationale, est extrêmement valide. Et si vous-même, vous calculez combien de temps vous avez passé dans une spécialité dans laquelle vous êtes très doué, vous verrez, ça sera entre 5 000 et 10 000 heures. Donc, voilà. D'ailleurs, nos enfants qu'on dispute quand ils jouent trop aux jeux vidéo, certains d'entre eux sont champions du monde. Eh bien, malheureusement d'ailleurs, ils passent largement 6 heures par jour devant leurs écrans, et ça au moins pendant 5 ans. C'est pour ça que nos enfants sont si doués en jeux vidéo. Bon. Alors, pourquoi cette règle des 10 000 heures? C'est très simple. La pratique régulière et la répétition du même genre de choses, en fait, muscle le cerveau. Alors je sais, le cerveau n'est pas un muscle, mais néanmoins, prenons cette liberté de langage. Disons que ça muscle le cerveau, et du coup, votre cerveau, il apprend mieux et il apprend beaucoup plus vite. Il apprend de plus en plus vite. Tout simplement parce que les connexions neuronales de ce que vous apprenez sont plus rapides. Et c'est comme une piste de neige au ski,
Le premier qui passe, la neige est complètement pas damée. Et puis le 30e qui passe, il y a une sorte de circuit qui s'est fait. Eh bien, vos neurones, c'est pareil. Quand vous passez 30 fois sur la même chose, il y a une sorte de circuit qui se fait dans vos neurones. Et du coup, ça, vous allez plus vite. Vous allez plus vite parce que vous avez créé des circuits neuronaux qui vous permettent, dans votre spécialité, de vous améliorer. Alors bon, au bout d'un certain temps, il y a même mieux. Le cerveau fait des associations, il fait des associations très originales, qui vous seraient pas venues à l'esprit au début. Et c'est ça qui permet d'être créatif. Et je pense que vous l'avez tous observé. Vous avez un problème à résoudre, vous y pensez la nuit, vous y pensez, je sais pas, 10, 15 jours, 3 semaines. Et à un moment, vous êtes sous la pluie, vous êtes au soleil, en tout cas, vous ne faites plus rien, vous faites autre chose, vous écoutez de la musique, vous prenez votre bain, comme Archimède avec Eureka, et vous trouvez la solution. Et c'est un phénomène physiologique que l'on connaît. Quand on se concentre très fort sur un problème, on finit par le résoudre quand on n'y pense plus, mais quand on y a beaucoup pensé avant. Donc pour les fainéants, ça ne marche pas. Il faut forcément travailler dessus, oublier un petit peu, et ensuite le succès arrive. Enfin, inutile de vous dire que vu les difficultés que représente tout le travail dont je vous parle, 10 000 heures c'est beaucoup, c'est normal qu'en général, on veut des succès dans les domaines que l'on apprécie et pour lesquels on est doué, parce que la seule façon, comme le faisaient les nageurs dont je vous ai parlé, la seule façon de supporter autant d'efforts, de difficultés, de se lever le matin et d'avoir froid, ben, c'est d'y prendre un peu de plaisir et que l'objectif vous procure du plaisir. Si Teddy Riner a dû perdre, et c'est vrai, 20 kilos qu'il avait pris pour repasser aux Jeux Olympiques dans un an de Tokyo, perdre 20 kilos, tout le monde sait que c'est difficile, même pour Teddy Riner, c'est qu'il avait en vue le plaisir qu'il aura à de nouveau combattre sur un tatami et sans doute évidemment avoir la médaille d'or, parce que s'il fait des Jeux Olympiques, c'est bien pour avoir de nouveau une médaille d'or, une troisième médaille d'or olympique. Voilà. Donc, les trois premiers étés qu'on va voir, qu'on a vus sont un, le talent, deux, le travail, et le troisième n'est pas facile à trouver tout seul, et scientifiquement, il est archi prouvé, c'est la ténacité. Ce qu'ils appellent en anglais grit, G-R-I-T. Et en fait, ça ne veut pas dire ténacité vraiment grit, ça veut dire la niaque, avoir la niaque. Donc, on sait tous ce que c'est qu'avoir la niaque, c'est un terme d'argot. Traduisons ça par ténacité, en plus ça m'arrange, ça commence par un T. Voilà. Mais c'est avoir la niaque. Et la ténacité, c'est le plus important de tous les T. C'est le plus important de tous, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que ceux qui réussissent le mieux à atteindre leurs objectifs, donc à avoir du succès, ce n'est pas ceux qui sont le plus doués au départ, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, c'est ceux qui travaillaient le plus, mais ce n'est pas non plus ceux qui travaillent le plus. C'est ça qui est incroyable. On peut avoir un don incroyable, on peut travailler énormément, mais on peut abandonner au mauvais moment, c'est-à-dire lâcher, c'est-à-dire ne pas avoir la ténacité suffisante. Et la ténacité, et je vais vous le prouver, c'est le véritable point commun de tous les plus grands succès mondiaux. Alors, je vais vous dire pourquoi. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont connu un grand succès, à un moment, ont voulu abandonner. Et il y a sans doute aujourd'hui des gens qui ont abandonné, qu'on ne connaît pas, et qui auraient peut-être révolutionné la science et l'histoire de l'humanité. On n'en sait rien du tout. Nous, ceux qu'on connaît, c'est ceux qui n'ont pas abandonné et qui sont allés au bout. Alors, prenons un exemple. Lorsque un jeune peintre talentueux allait voir Picasso, il prenait ses tableaux, ses dessins, il lui disait: Maître, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je peux devenir peintre? Est-ce que j'ai du talent? Picasso répondait toujours la même chose. Toujours. Il répondait, il regardait, il disait: Non, non, franchement, non. Non, je suis désolé de vous le dire, mais non, abandonnez. Non, abandonnez. Non, abandonnez la peinture. Je crois que vous n'y arriverez jamais. Imaginez la tête du gars ou la tête de la femme. Elle repart, elle a Picasso, un des plus grands peintres de tous les temps, qui lui a dit qu'elle serait jamais une bonne peintre et qu'il valait mieux qu'elle abandonne. Alors évidemment, la question c'est, et on l'a posé à Picasso: le maître, pourquoi traitez-vous aussi mal vos disciples? Pourquoi vous comportez-vous comme un goujat? Il disait: écoutez, soyons sérieux. Si cette personne a besoin que Picasso lui dise qu'elle est un peintre et qu'elle a du talent, mais il vaut mieux qu'elle abandonne. Parce qu'un peintre qui veut vraiment devenir peintre, un artiste qui a vraiment ça dans le cœur et dans le ventre, il n'a pas besoin de Picasso. Il sait qu'il est peintre. Et peu importe son talent.
Donc j'ai raison de le faire. Parce que ceux qui abandonnent, parce que Picasso leur dit qu'ils doivent abandonner, ce ne sont pas des vrais peintres, et donc ils n'ont rien à faire dans la peinture. Voilà exactement ce que pensait Picasso. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est évidemment pas du tout gentil, mais c'est pas stupide. Ensuite, moi qui ai connu quand même beaucoup dans l'audiovisuel et le cinéma des échecs et quelques succès, je vais vous raconter vraiment des choses qui ont vraiment été des immenses succès après avoir mais, frôlé l'échec, mais à quelques millimètres. D'abord, Desperate Housewives, cette fameuse série qu'on connaît tous aujourd'hui, n'aurait jamais dû se faire. Au départ, personne n'en voulait. Et puis, elle a été prise parce qu'en fait, il y a eu une grève des scénaristes. La grève des scénaristes à Hollywood a fait qu'il manquait de séries. Ils ont pris cette série, ils l'ont mise dans la grille de la chaîne de télé. Ils étaient persuadés qu'elle se planterait et la série ne s'est pas plantée. C'était un très, très grand succès. Deuxième exemple, c'est moi qui l'ai acheté à TF1 en l'an 2000, Les Experts. Les Experts a été produite par Disney. Disney a abandonné la série parce qu'ils y croyaient plus beaucoup. Et puis, Les Experts s'est produite quand même grâce à des gens comme les télés, comme TF1, comme les télés allemandes et les télés japonaises. On a mis de l'argent et c'est comme ça que Les Experts sont devenus la série qui a eu le plus de succès de l'histoire des séries avant, évidemment, Game of Thrones, qui maintenant est la plus grande série de tous les temps. Donc voilà deux exemples de séries que vous connaissez et qui ont été à deux doigts de ne jamais se faire. Alors d'autres exemples. Van Gogh. Vous savez très bien que Van Gogh n'a jamais vendu une toile de son vivant. Il a vendu une seule toile à son frère qu'il lui a acheté pour lui faire plaisir. Van Gogh est devenu extrêmement célèbre après sa mort. Et Van Gogh n'a pas écouté Picasso, puisque tout le monde disait à Van Gogh qu'il était un mauvais peintre, sauf que lui, il n'y a pas cru. Il savait qu'il était peintre, il savait qu'il était bon, il a persévéré. Il a été tenace. Malheureusement, il n'a jamais vu sa propre gloire, puisqu'il est mort avant. Le film Rocky. Le Rocky 1 a été produit par Sylvester Stallone avec son propre argent. D'ailleurs, il n'a pas coûté très cher. Personne n'a voulu produire Rocky. Tout le monde trouvait ce film très, très, très mauvais. En tout cas, en lisant le script. Rocky a été le succès que vous connaissez. Harry Potter. Le livre Harry Potter a été refusé partout. Je crois qu'elle a envoyé son manuscrit plus de 100 fois à plus de 100 éditeurs. Il paraît même qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer les timbres-poste pour mettre les envois à la poste. C'est vous dire à quel point tout le monde s'est trompé. Et d'ailleurs, c'est un tout petit éditeur anglais qui a dit bon, bah, moi, je vais prendre Harry Potter. Et puis Harry Potter, voilà ce que c'est devenu. Donc, heureusement que J.K. Rowling, l'auteur, n'a pas abandonné. Heureusement. Un autre exemple, Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron? Parce qu'il a raté 3 fois Normal Sup. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Il rate 3 fois Normal Sup. Évidemment, il est sûrement très déçu. Il passe l'ENA et il réussit l'ENA. Et puis après, il devient président de la République. Ça reste une réussite, quoi qu'on en pense politiquement. Encore un exemple, Rodin. Je suis sûr que vous ne le savez pas. Auguste Rodin, a raté 2 fois les Beaux-Arts. 2 fois les Beaux-Arts. Vous vous rendez compte que le plus grand sculpteur français de tous les temps a raté l'école des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, il a dit, quand il a commencé à réussir, il a mis très longtemps à réussir. Il a réussi vers 35 ans. Il a dit, bah, finalement, heureusement que j'ai raté les Beaux-Arts, parce que si j'avais réussi, j'aurais appris la manière académique, et la manière académique ne m'aurait jamais donné autant de succès que ce que j'ai fait, puisque moi, ma sculpture était plutôt non académique. Encore un exemple, le dernier, le cimetière du Père-Lachaise. Quand le cimetière du Père-Lachaise a été créé, personne ne voulait se faire enterrer dedans. Aujourd'hui, c'est le cimetière le plus célèbre d'Europe. Personne ne voulait y aller, c'était trop loin. Il fallait suivre pendant 5 kilomètres les chevaux sous le soleil, et c'était à l'extérieur de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été tenaces. Ils ont dit, OK, pour que le cimetière du Père-Lachaise ait du succès, on va déterrer les ossements de Molière, on va déterrer les ossements de La Fontaine. Ils sont morts à 150 ans d'écart. Hein. Mais tant pis, ils les ont pris dans un cimetière où ils étaient, ils ont déterré Molière et La Fontaine, ils les ont enterrés au Père-Lachaise, ce que je vous dis est véridique. Hein. Et ensuite, ils ont dit, bah, venez vous faire enterrer au Père-Lachaise, le cimetière où La Fontaine et Molière sont enterrés. Alors que ce n'était pas vrai, mais ils les ont enterrés là volontairement. À compter de cette minute, le Père-Lachaise a été un succès énorme. Voilà, donc je vous ai volontairement pris des sujets extrêmement variés. Je suis passé d'Emmanuel Macron à Picasso en passant par le Père-Lachaise pour vous prouver que cette fameuse ténacité est la vraie clé du succès. Donc, alors pourquoi des gens arrêtent avant? Eh bien, c'est le quatrième T. C'est une question de timing. Le timing, la temporalité, le temps où vous arrivez, le moment où vous arrivez, parfois, c'est pas le bon moment. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible.
Alors, 2 exemples français. Premier exemple, la première voiture électrique qui a roulé à plus de 100 km/h, ce qui est énorme, hein. Elle s'appelait la Jamais Contente, elle était française, mais c'était en 1899. En 1899, un Français invente une voiture électrique qui roule à plus de 100 à l'heure. Et alors? Et alors aujourd'hui, c'est Elon Musk, 130 ans plus tard, qui est en train de faire des voitures électriques pour le monde entier. C'est pas ce français. Il est arrivé trop tôt. Deuxième exemple, encore français, le Minitel. Quelle belle application de rencontre. Fantastique. Mais je me rappelle très bien, même si j'étais pas très vieux, que les gens se rencontraient grâce au Minitel. Bon, c'était bien avant Mythique et avant Adopte un mec. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Échec. Trop tôt. Faut pas être trop tôt, faut pas être trop tard, faut être dans le bon timing. Ça, c'est le quatrième T. Et c'est un T qui est difficile parce que malheureusement, c'est un T qu'on contrôle pas beaucoup. Donc, comment on fait quand on a autant d'échecs ou quand on n'arrive pas au bon timing, bref, quand il faut résister et quand il faut y croire encore? Eh bien là, c'est le cinquième enseignement. Le cinquième enseignement de l'apprentissage du succès. En général, il vous faut un soutien parce qu'un succès, c'est le fruit de 2 entêtements. Premier entêtement, celui qui a inventé la chose, qui a du succès, donc la personne qui est dans la lumière. Et il y a toujours, quand il y a quelqu'un dans la lumière, quelqu'un dans l'ombre, qui a soutenu la personne dans la lumière dans les moments de fragilité. Alors, je vous aussi, en général, c'est le conjoint, souvent. Les grands hommes ont toujours une grande femme derrière eux. Ça peut être un coach, un manager, un agent, un ami, un thérapeute, un mécène, un mécène. Je ne sais pas si vous connaissez Gaudi. Gaudi, qui est un des plus grands architectes du monde, qui a fait les plus belles architectures, notamment à Barcelone, a été soutenu par un milliardaire, son mécène, qui s'appelait Duel, et qui l'a soutenu dès ses premiers dessins jusqu'à sa mort, donc la fameuse cathédrale, qui d'ailleurs n'a jamais tenu debout, puisqu'elle est actuellement toujours en travaux, mais il n'a jamais gagné de l'argent avec Gaudi, mais il avait décidé que son mécénat le porterait toujours, parce qu'il estimait que cet artiste était un génie. Mais on a eu de la chance, heureusement, parce que s'il ne rencontrait pas son mécène, mais Gaudi, je ne sais pas ce qu'il aurait fait Gaudi. En tout cas, il n'aurait pas fait ce qu'il fait notre enchantement aujourd'hui. Donc, il faut un soutien. J'ai d'autres exemples de soutien. Madame de Funès. Louis de Funès a percé dans le cinéma à 50 ans. C'est très, très tard. C'est très, très tard. Surtout qu'il a commencé jeune. Il a commencé à 25 ans. Pendant 25 ans, il était pianiste dans les bars et surtout sa femme amenait l'argent, elle gagnait de l'argent pour le couple. Donc je pense que Louis de Funès, et je le sais puisque j'ai lu ses mémoires, souvent il a au moins voulu abandonner 2 ou 3 fois. Il en avait marre de ne pas gagner d'argent, il n'en pouvait plus. Et sa femme lui disait, je crois en toi, tu es drôle, on continue, tant pis, c'est moi qui paye. Voilà. Autre exemple, Paul Lederman. Paul Lederman, qui a été beaucoup critiqué, mais qui était un très grand producteur français. Il a produit quand même Thierry Leluron, Coluche et Les Inconnus, quand même. Eh bien, Paul Lederman soutenait ces artistes à une époque où ils n'avaient pas beaucoup de succès, parce que Coluche n'a pas démarré tout de suite, il a démarré assez tardivement, Les Inconnus un peu plus tôt, et Thierry Lhermitte, bon, il était très jeune, mais c'est quand même grâce à Paul Lederman qu'il a eu une carrière aussi fulgurante. Donc, cinquième enseignement, vous réussirez pas tout seul, vous serez peut-être tout seul en avant, mais vous aurez un soutien. Et ce soutien vous aura été utile dans les moments difficiles. Sixième enseignement, très intéressant. Et je pense que vous y avez pensé, mais faites-le de manière peut-être plus scientifique. Pour savoir comment obtenir un succès pour vous, étudiez vraiment le succès des autres. Étudiez avec soin le succès des autres. Je lis toujours les biographies des gens qui ont du succès. C'est toujours très intéressant. Alors, sans doute, la meilleure biographie de toutes, c'est la biographie de Steve Jobs. Elle fait 500 pages, mais elle est extraordinaire parce que Steve Jobs explique vraiment comment il a réussi. Et Steve Jobs, franchement, il a vraiment mal démarré. Il a eu beaucoup de passages à vide et surtout, il a réussi 2 fois. Parce qu'il a réussi une première fois, il a été viré par ses actionnaires. 10 ans après, ses actionnaires le rappellent et il réussit une deuxième fois, ce qui n'est quand même pas évident. Et c'est la preuve que le succès s'apprend. Parce que c'est parce qu'il savait comment on faisait un succès la première fois qu'il a réussi à faire un succès une deuxième fois. Donc je vous le répète,
Quand vous avez réussi à faire un succès dans un domaine, étudiez comment vous avez fait la première fois et reproduisez ce que vous avez fait la première fois pour réussir une deuxième fois. Ça marche super bien. Donc, le sixième enseignement pour avoir du succès, c'est étudier le succès des autres. C'est comme en alpinisme. En alpinisme, les alpinistes étudient les voies. Donc, soit ils prennent une voie qui a déjà été prise 1000 ou 10 000 fois, au moins la première fois qu'ils font leur escalade ou leur ascension, et au moins ils ne se casseront peut-être pas la figure. Puis un jour, tous les alpinistes veulent créer leur propre voie. Donc, ils prennent le sommet, ils disent, bon ben voilà, je vais tenter de monter en prenant ma voie. Mon conseil, tout comme les alpinistes le font, démarrer par des voies déjà qui ont été prises auparavant. Donc, étudier comment on fait ceux qui ont eu du succès. D'ailleurs, n'oubliez pas ce que me disait quelqu'un à l'armée, pas plus con qu'un autre, mais toujours autant. Bon proverbe. Par exemple, vous voulez être ministre, vous voulez être président de la République française ou tunisienne. C'est très simple. Regardez comment on fait ceux qui y sont arrivés. En France, c'est très simple. Si vous voulez être ministre, il vaut mieux faire l'ENA. Alors, tous les énarques ne sont pas ministres, mais beaucoup de ministres sont énarques. Si vous voulez être président de la République, c'est pareil. Il vaut mieux avoir fait Sciences Po et l'ENA. Sauf que pas toujours. Pas toujours. Pompidou avait fait Normal Sup et Emmanuel Macron avait fait l'ENA, mais il y a quelques exceptions. Mais globalement, c'est mieux, quoi qu'on pense de cette école. Alors, c'est vrai que ça peut paraître injuste, mais prenons un exemple qui n'a rien à voir. 100% des pilotes de Formule 1, 100% des pilotes de Formule 1 ont démarré par du karting. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pilotes de Formule 1 qui ont démarré la Formule 1 à 19 ans. Non, ça n'existe pas. Non, ils ont tous démarré le karting à 6 ans. Moi, j'ai bien dit à 6 ans. Pareil pour le golf. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un niveau mondial en golf, il faut démarrer à 6 ou 7 ans. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a des voies. Il y a des voies. On peut ne pas emprunter la voie, mais si vous avez un objectif avec un plan, prévoyez dans votre plan d'étudier comment on fait ceux qui ont réussi. C'est idiot, mais beaucoup de gens ne le font pas. Donc, vous voulez devenir président de Danone, vous prenez les 5 derniers présidents de Danone et vous regardez d'où ils venaient. Les chances qu'ils venaient du même endroit et les chances que si vous faites le même parcours, vous y arriverez, sont beaucoup plus fortes que le contraire. Voilà. Donc, étudiez les chemins qui conduisent au succès dans votre domaine, quitte à décider d'en prendre d'autres. Ou peut-être être champion de Formule 1 et démarrer en faisant du vélo. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors, le septième et dernier enseignement est très surprenant. Il est très surprenant, et je vais vous le dire, la chance n'existe pas. Quand on a du succès, il y a toujours 80% des gens qui pensent que vous avez eu de la chance. Ils vous le disent d'ailleurs. Ils vous disent, oh, non, mais moi, j'y arrive pas, mais toi, tu y arrives, mais qu'est-ce que tu as eu de la chance? Bon, tant mieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu que vous aviez beaucoup travaillé. Bon, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que la chance, c'est un mot qui, en fait, veut dire trois choses. Ce qu'on entend par chance, c'est soit une rencontre, souvent providentielle, soit une information, et une information qui a été cruciale pour vous, soit un déclic dans votre tête, parce que vous avez fait une association d'idées entre ce que vous voyez et quelque chose d'autre, que personne d'autre n'a vu. C'est-à-dire que lorsque Fleming découvre les antibiotiques, la plupart des gens auraient jeté la boîte pourrie à la poubelle. Lui, il n'a pas jeté la boîte qui avait pourri pendant le week-end, il s'est dit, mais pourquoi cette boîte a pourri? Et c'est quand même grâce à cet éclair de génie, qu'il a découvert les antibiotiques qui ont sauvé des dizaines de millions de gens aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas eu un don pour son métier et s'il n'avait pas beaucoup travaillé avant, l'association d'idées, il ne l'aurait pas faite. Donc on peut dire aujourd'hui, si on est idiot, oh ben, Fleming a eu de la chance. Non, il n'a pas eu de la chance du tout. Je reviens sur les deux premiers points. Donc, il y a une étude qui a prouvé scientifiquement que les gens qui disent moi dans la vie j'ai de la chance connaissent 5 fois plus de personnes, ils connaissent 5 fois plus de personnes que les gens qui disent oh, moi dans la vie j'ai jamais de chance. Donc déjà ça vous donne un indice. C'est-à-dire que dans la vie, si on veut avoir de la chance ou si on veut penser qu'on a de la chance, en général on connaît 5 fois plus de gens que les personnes qui pensent avoir pas de chance. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les introvertis, ça a des avantages, parce que quelqu'un qui est extraverti, il rencontre plein de gens, donc du coup, il a plus de chances que les autres. Peut-être.
peu importe. Moi, je suis introverti. Et d'ailleurs, je fais tout le temps la gueule, comme vous le constatez. Néanmoins, comme je sais ça, je fais l'effort d'aller vers les gens et je connais beaucoup, beaucoup de gens. Et pourtant, ma nature n'est pas de connaître beaucoup de gens. Mais d'abord, j'ai du plaisir à rencontrer des gens et j'aurais préféré vous rencontrer en vrai que faire ma conférence par ordinateur. Croyez-moi, j'aurais été ravi de venir vous voir parce que j'aime bien rencontrer des gens. Et donc, maintenant, en plus que je sais que rencontrer des gens offre des opportunités de rencontres qui donnent des informations, donc qui augmentent votre chance, j'ai vraiment deux raisons de le faire, le plaisir et mon intérêt. Et franchement, vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, il faut faire comme les Américains, il faut rencontrer des gens, il faut donner des cartes de visite. Pas du tout. Pas du tout. Il faut rencontrer des gens, point à la ligne. Votre boulangère est aussi importante que votre professeur de maths. Les amis de vos parents sont aussi importants que quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous admirez beaucoup dans un colloque et à qui vous allez vouloir serrer la main. C'est pas tellement une question de qualité des gens, c'est rencontrer des gens. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous ne savez pas de quoi vous avez besoin demain. Vous pouvez avoir besoin d'un stage pour vos enfants, vous pouvez avoir besoin de trouver un logement, vous pouvez avoir besoin de trouver un livre intéressant que quelqu'un a lu, vous pouvez avoir besoin que votre boulangère vous réserve tous les jours du pain blanc parce que vous n'aimez pas quand le pain est grillé. Ça n'a rien à voir. Il faut faire l'effort de rencontrer des gens, d'avoir un réseau. Ce réseau crée des rencontres et toutes vos chances sont d'abord liées à une rencontre. Quand quelqu'un vous dit dans la vie, voilà, j'ai eu énormément de chance, demandez-lui tout de suite, ah bon, t'as rencontré qui pour avoir de la chance? Mais j'ai rencontré personne, j'ai eu de la chance. Mais ça n'existe pas, mon gars, la chance. La chance, c'est quelqu'un. Qui a été ta chance? Pourquoi tu as eu de la chance? Et là, il va réfléchir 2 secondes, il va dire, ah, mais t'as raison, j'en ai parlé à ma cousine, qui en a parlé à son mari, qui m'a donné un rendez-vous et j'ai eu les coordonnées de la personne. C'était ça la chance. Et d'ailleurs, admettons que vous trouviez que vous n'avez pas beaucoup de chance. Très bien, eh ben, soyez la chance de quelqu'un. Si pendant un mois, vous vous dites, j'ai pas de chance, oh, j'en ai marre, j'ai pas de chance, Stork qui m'a dit qu'il fallait rencontrer des gens, moi j'arrête pas de rencontrer des gens, j'ai pas de chance. Eh bien très bien, soyez la chance de quelqu'un. Allez sur LinkedIn, allez sur Facebook, quelqu'un vous demande quelque chose, soyez sa chance, donnez-lui le renseignement. Moi sur LinkedIn, j'ai 25 000 abonnés. Je passe à peu près 3 heures par semaine à être la chance des gens. Je leur réponds. S'ils veulent savoir quelque chose, je leur réponds. Si on veut que je fasse une conférence pour des gens en Tunisie que je ne connais pas, c'est comme ça que j'ai eu la chance de vous parler, parce que j'ai dit oui, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Donc, la chance, c'est une rencontre ou une information. Mais l'information, elle peut être à la télé, elle peut être dans le journal, mais c'est trop tard. Si l'information elle est déjà à la télé, c'est trop tard. La bonne information, c'est l'information de bouche à bouche ou de bouche à oreille. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, fais attention, il y a tel studio qui va se libérer, alors je sais que tu veux louer un studio, appelle la personne parce qu'elle va bientôt partir, elle ne l'a pas encore mis en vente ou elle ne l'a pas encore mis en location. Ça, c'est vraiment une chance. C'est ça la vraie chance. Donc la chance, ça n'existe pas. La chance, c'est des rencontres, des informations ou votre cerveau qui percute là où personne d'autre percutera. Alors pourquoi votre cerveau percute là où personne percutera? Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La pratique et la répétition, ça crée, ça muscle le cerveau apprend plus vite, il apprend mieux, et ça crée des connexions neuronales. Parce que le coup de la piste de ski qui a été déjà damné par les autres. Donc, quand l'information arrive, les gens qui n'ont pas les bonnes connexions neuronales, ils ne percutent pas. La personne qui bosse là-dessus depuis déjà 2 ou 3 mois, elle prend l'info, elle sait comment l'utiliser et boum, elle trouve. Et elle, du coup, elle est beaucoup plus créative. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter quelque chose qui est très rigolo. Même l'homme le plus malchanceux du monde, sa chance s'appelle une rencontre. Alors, on connaît tous des gens très malchanceux, mais il y a vraiment quelqu'un qui est très, très malchanceux. Il s'appelle Dick Rowe. Il est anglais. R-O-W-E. Dick Rowe, il est très connu. C'est l'homme qui a refusé de signer les Beatles. Les Beatles ont joué la musique devant lui et il a dit je ne les prends pas. Je ne prends pas les Beatles. Et 3 mois plus tard, les Beatles étaient le groupe le plus connu du monde. Donc ce pauvre Dick Rowe, vous imaginez aujourd'hui encore dans quelle perspective il vit. Il est l'homme qui a raté les Beatles. Mais je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas tout dit. Il est l'homme qui a raté les Beatles, mais il est l'homme qui a signé les Rolling Stones.
Vous vous rendez compte? Et tout le monde continue à l'appeler l'homme qui a raté les Beatles, alors qu'il est l'homme qui a signé les Rolling Stones. Mais je ne vous ai pas tout dit. Pourquoi Dick Rose signe les Rolling Stones? Parce qu'il était tellement triste d'avoir raté les Beatles qu'un an plus tard, il va à un concert. Il va à un concert parce qu'il voulait absolument signer un groupe aussi bon que les Beatles. Et là, il rencontre George Harrison. George Harrison qui est Beatles. Et George Harrison le voit, il lui dit: oh, tu te rends compte, je ne vous ai pas signé. Tu te rends compte ma vie, quelle est ma vie aujourd'hui? J'ai pas signé les Beatles. Et George Harrison, sympa donc, il lui dit: écoute, j'ai vu un groupe là il y a 3 jours, tu devrais aller les voir. C'est pas mal ce qu'ils font. Et ce groupe, c'était les Rolling Stones. Donc, si Dick Rose ne signe pas les Beatles, il signe les Rolling Stones parce que George Harrison, lui-même Beatles, lui donne le bon conseil. Il avait tout, Dick Rose. Il avait la grosse frustration. Il voulait se rattraper. Il avait travaillé comme un fou. Il avait un don, il avait une oreille. Il avait raté les Beatles. Donc, l'information que lui a donnée, l'information inédite que lui donne George Harrison à ce moment-là, il l'exploite tout de suite. Alors, inutile de vous dire, il a signé les Rolling Stones au bout d'une demi-heure, il a été les voir tout de suite et les a signés dans la journée. Voilà. Voilà l'histoire de l'homme qui signe les Stones et qui rate les Beatles. Une rencontre, et pas n'importe laquelle. George Harrison. Alors, ça, c'était pour la chance. Donc, récapitulons. Il y a 4 T qui sont les ingrédients du succès. Donc, je vous les répète. Le talent, au départ, le travail, la ténacité, et puis le timing, le bon moment. Ensuite, il y a 6 ou 7 enseignements que je ne vais pas répéter, mais qui sont évidemment dans cette vidéo, et qui sont quand même les grands incontournables des gens qui ont du succès, et croyez-moi, j'en ai étudié beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un auteur canadien qui a travaillé comme moi sur le succès, qui s'appelle Brian Tracy, et il dit quelque chose qui résume pas mal ce que je viens de vous dire. Il dit: le grand secret du succès est qu'il n'y a pas de secret du succès. Il n'y a que des principes éternels, vraiment éternels, qui ont fait leur preuve à travers les siècles. Donc des principes éternels qui ont fait leur preuve à travers les siècles. Et je pense que les 7 enseignements que je vous ai donnés essayent de recouvrir, bien sûr on peut en trouver d'autres, mais contentons-nous déjà de ces 7-là. Ce sont des principes éternels qui, à mon avis, si vous les employez, vont beaucoup, beaucoup vous aider. Donc maintenant, bah, il me reste à vous dire une chose, même si elle n'existe pas. Bonne chance. Ciao.